À toutes et à tous, bonjour. Son métier, tapissier décorateur. Pourtant, des gens tels que Nicolas Hulot d'Ushuaïa, Jean-Pierre Pernaut de Thalassa ou encore Benoît Aymon de Passe-moi les jumelles font régulièrement appel à lui. Et dans le milieu des aventuriers, on l'appelle bien souvent MacGyver. Bonjour Alain Voignot. Bonjour Nathalie. Pourquoi est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui au bord de l'Orne? Lorsqu'on fait de la spéléologie, on se retrouve forcément bloqué par l'eau, puisque c'est l'eau qui a creusé les grottes. Et j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que j'ai commencé à plonger d'abord dans les grottes, en plongée souterraine, avant de découvrir la mer et les lacs. Est-ce que ça vous était suffisant ou est-ce que vous avez désiré transmettre les images que vous découvriez? J'aime beaucoup faire partager et très rapidement, même déjà à 18 ans, lorsque je faisais de la spéléologie, j'ai commencé à faire de la photographie, des conférences, montrer ce que je voyais. Je trouvais que j'avais la chance d'être dans des lieux extraordinaires et de le faire partager aux autres a toujours été ma voie. Et très rapidement, évidemment, après la photo, je suis venu au film. Le problème sous l'eau avec le film, c'est qu'il faut des boîtiers étanches. Donc j'ai dû concevoir moi-même mes propres boîtiers étanches, mes éclairages sous-marins, afin de pouvoir rendre le mieux que je pouvais ce que je voyais. Justement, à l'époque, ça n'existait pas des boîtiers étanches? Alors, sur le marché existaient des boîtiers étanches, très chers, peu pratiques. Lorsque j'ai commencé, les premières images que j'ai faites, je les ai faites avec une caméra Bolex étanche. J'avais 20 secondes d'image, c'était une pellicule chimique. Mais très rapidement, j'ai pu passer au Betacam, à la caméra numérique. Et là, tout d'un coup, c'était extraordinaire pour moi parce que j'avais 20 à 25 minutes de réserve dans ma caméra. Mais par contre, d'avoir travaillé à l'ancienne en pellicule chimique m'a donné une grande rigueur dans le travail concernant les plans et la façon de travailler. La construction de mon boîtier étanche m'a pris 6 mois et j'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là M. François Laurent, qui avait fait les optiques du Grand Bleu. Ce monsieur François Laurent était passionné d'optique sous-marine et c'est lui qui avait mis au point la première caméra sous-marine amateur tagueillère qui permettait de filmer à l'extérieur et sous l'eau. Et justement, vous dites qu'il a dessiné les optiques pour le Grand Bleu. C'est lui qui a dessiné ces optiques. Il était opticien, mais il travaillait pour l'armée française. Et chose incroyable, il s'est rendu compte que les lasers de tir des chars d'assaut français avaient les mêmes qualités optiques que ce qu'on pouvait mettre devant un boîtier étanche pour une caméra professionnelle. Donc il a utilisé ce système finalement. Il a utilisé ce système qu'il a mis adapté pour l'eau. Et ce qui était extraordinaire avec ce système, qui m'a permis de faire des choses en publicité avec Hulot pour Thalassa extraordinaire, c'est que je travaillais sans réglage de distance. Dans mon boîtier étanche, je filmais l'image formée sur l'optique. C'est-à-dire que ma caméra était réglée en macrophotographie, je la réglais hors de l'eau et sous l'eau, je pouvais filmer de 2 mm à l'infini sans avoir à faire de réglage. Ce qui est extraordinaire lorsque vous travaillez dans la nature parce que vous êtes tout le temps net. Vous bougez, vous vous déplacez, votre image est toujours nette. Et c'est là où vous pouvez vraiment vous concentrer sur l'angle de la prise de vue. Alors effectivement, pour moi, c'est primordial. Ce qui compte, comme je le disais, c'est pas de faire de la technique, mais c'est de faire de l'image. Or, lorsque vous avez une caméra où il faut tout régler, distance, profondeur de champ, etc., eh bien, la plupart du temps, vous avez raté vos images. Tandis que là, avec ma caméra... Dites pas ça à des professionnels. Alors, je m'excuse, Nathalie, mais sous l'eau, les animaux vont vite. Donc, vous n'avez pas le temps de faire du réglage de profondeur de champ ou de distance. Donc d'avoir une caméra qui vous permet de filmer de près ou de loin, c'est primordial. Aujourd'hui encore, vous poursuivez votre chemin d'aventurier, mais à cette époque, vous n'étiez pas encore plongeur, caméraman professionnel. Non, alors j'ai d'abord fait ça pour mon plaisir, puis ensuite j'ai fait la rencontre d'un géologue. Avec lui, on a fait quelques expéditions en Islande, en Nouvelle-Guinée. Et puis là, on a croisé Nicolas Hulot,
à qui on a proposé des sujets. Et en fait, c'est vraiment sous Nicolas Hulot que j'ai commencé à en faire une profession. Avec Nicolas Hulot, je crois que vous avez énormément voyagé. Quelle mer avez-vous découvert en sa compagnie? Alors, le Pacifique, on a évidemment à la fois été très loin, mais parfois l'aventure se cache aussi près de chez nous. On a plongé en France, dans des cavernes. Et c'est clair qu'on s'imagine toujours que l'aventure extraordinaire est très loin, mais non, on peut la trouver tout près de chez nous. Et quels étaient les plans que vous demandait Nicolas Hulot? Qu'est-ce que vous deviez filmer sous l'eau? Alors, avec Nicolas Hulot, c'est très rigoureux. Bon, il me laissait une grande liberté. Je faisais la régie, je faisais l'image sous-marine et je faisais le son. Et vous savez comment fonctionnait Ushuaïa au départ, c'est-à-dire qu'il avait un plateau de présentation. Donc on le filmait en milieu naturel sous l'eau ou hors de l'eau. Il présentait les sujets qu'il allait passer dans l'émission. Et lui était pris à l'image aussi en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour amener chaque fois les sujets qu'il présentait dans son émission. Donc vous parlez de sujets extraordinaires qui ont été tournés avec Nicolas Hulot. Expliquez-nous un peu quel genre de sujet vous avez tourné. Alors, comme tout le monde le sait, Nicolas Hulot, c'était pas quelque chose de plan-plan. Il fallait vraiment que chaque fois que ce soit quelque chose d'extraordinaire, mais aussi il a toujours tenu à faire passer l'idée que n'importe qui pouvait faire ce qu'il faisait, même si en définitive c'était pas possible. Donc on a été plongé sur des épaves japonaises de la dernière guerre, on a été dans des cavités souterraines où il y avait des poissons qui étaient uniques au monde en Afrique du Sud. Quel genre de poisson par exemple? Alors nous avons filmé en Afrique du Sud, en Namibie très exactement, dans une grotte souterraine, dans des eaux souterraines, des poissons qui étaient en fait comme des poissons-chats, mais qui avaient perdu les yeux et qui étaient dépigmentés, c'est-à-dire tout blancs, parce qu'ils étaient là, je pense, depuis des centaines de milliers d'années et ils s'étaient adaptés au milieu souterrain. Et ces poissons étaient uniques à cet endroit. Il y en avait dans aucun autre endroit dans le globe, il y avait cette espèce de poisson. Vous étiez à quelle profondeur? Dans le cas de ces poissons, on pouvait les voir à 3-4 mètres de profondeur, mais la cavité où on plongeait descendait jusqu'à plus de 150 mètres de profondeur. Et je crois qu'il y avait toute une préparation à faire en plateau sous-marin pour Nicolas. Bien sûr, lorsque vous préparez un plateau pour Nicolas Hulot, on allait toujours une semaine avant. Moi, je faisais les repérages souvent de lieux où j'avais déjà plongé. Mais souvent, je devais placer un fil guide, des plaquettes avec des numéros, de façon à pouvoir, lors des prises de vue, parce que lorsque vous filmez sous l'eau, vous ne pouvez pas parler. Donc, il faut que tous les plans soient rigoureusement préparés à l'avance. Et vous n'avez pas droit à l'erreur. Si vous avez raté un plan, vous ne pouvez pas dire on sort de l'eau, on le refait. Donc en fait, lorsqu'on tournait avec Nicolas, c'était souvent sans couper et en continu. Des fils conducteurs que Nicolas suivait précisément pour se rendre à un endroit. Et je crois aussi que vous écriviez certains messages sous l'eau. Alors effectivement, chaque participant, les éclairagistes, Nicolas avait une plaquette. Sur la plaquette, il y avait un numéro. Ce numéro, il le retrouvait sur le fil guide qui était placé à l'avance. Et par exemple, au numéro 1, on était sur un avion japonais coulé en Nouvelle-Guinée. Donc, chacun savait exactement ce qu'il avait à faire pour les plans près de cet avion. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur cet avion? Alors, surtout de l'émotion. Imaginez-vous que vous êtes sous les tropiques, il y a des cocotiers, il y a du sable blanc ou du sable noir s'il est volcanique. Et vous vous dites qu'il y a eu l'enfer qui s'est déchaîné dans ces endroits idylliques. Et on a même retrouvé des crânes à l'intérieur de ces épaves ou de ces avions. Est-ce qu'elles avaient déjà été visitées par des plongeurs, ces épaves? Oui, des plongeurs australiens. C'est eux d'ailleurs qui nous ont donné les endroits pour aller filmer les lieux intéressants, disons, à montrer à l'image.
Alors expliquez-nous, vous êtes l'inventeur d'un système qui a permis, système Première mondiale, qui a permis à Nicolas de parler sous l'eau. Quel était ce système? Alors, j'ai utilisé des masques Draeger qui étaient utilisés déjà par les pompiers et les plongeurs sous-marins qui plongeaient dans des eaux difficiles. C'est un masque intégral, c'est-à-dire que vous pouvez respirer par le nez et par la bouche. Il y a un micro dans le masque. Ce micro était relié à un enregistreur que je trouvais dans le commerce, mais j'ai fait les boîtiers étanches qui permettaient de le mettre. Et le système était relié à un système de communication sous-marine. Donc d'une part, j'enregistrais sur bande tout ce que Nicolas disait, et d'autre part, moi j'entendais en direct avec le même système de communication sous-marine ce qu'il faisait, ce qu'il disait, ce qui me permettait de faire du vrai direct, c'est-à-dire de suivre les mouvements de Nicolas avec ma caméra. Quels ont été les moments les plus forts pour vous durant ces nombreux voyages? Ou émotionnellement, ou au niveau de découvertes spécifiques? Alors, un moment fort, c'était le Yucatan, bien entendu. La plongée dans les puits sacrés les cénotes, donc les puits sacrés mayas, dans une eau qui avait peut-être 200 mètres de visibilité. On avait l'impression de flotter dans l'espace. Et comme ces grottes immergées se sont formées à la surface, et ensuite le plancher, la roche est descendue sous l'effet de tremblement de terre sous le niveau de l'eau, il y avait des concrétions. Donc en fait, on était dans des grottes parfaitement concrétionnées, mais sous l'eau et sous une eau extrêmement claire. Quelle était la durée en général des tournages pour une émission? Alors, ce que les gens ne savent pas, en fait, c'est que Nicolas restait souvent de 2 à 4 jours selon le tournage. Mais nous, on était souvent 10 jours pour tout préparer de façon que lorsqu'il arrive, tout soit bien structuré, mis en place et qu'il n'y ait pas de perte de temps. Il faut savoir que ces émissions coûtaient très cher, hein. Et vous avez donc travaillé pour la télé française, télé européenne finalement, hein, pour différentes chaînes. Vous avez aussi travaillé pour la publicité de grandes marques de montres. Oui, et on ne va pas citer la marque. On ne va pas citer la marque, mais c'est des images qui ont été diffusées aux États-Unis, en Chine, partout, dans le monde entier. Et là, je crois que c'était par rapport à un plongeur de l'extrême. Alors, j'ai filmé Olivier Isler, qui avait à l'époque le record du monde de distance en plongée souterraine. Il a été sponsorisé par une marque de montre que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît parce que la plupart des aventuriers ont eu cette montre. Et puis, évidemment, ces images ont été diffusées sur toutes les chaînes publicitaires dans le monde entier. Mais j'ai filmé pour des chaînes allemandes. Mes images ont passé aussi pour des chaînes anglaises. Et je crois qu'un des problèmes que les professionnels rencontrent bien souvent, c'est les droits d'auteur. On n'est pas toujours reconnu dans la profession. Lorsque vous faites des images, votre nom ne figure pas toujours sur le générique. Elles ne vous sont pas toujours attribuées, ces images. Est-ce qu'on ne rencontre pas une certaine frustration? Alors bien entendu, lorsque vous avez donné des images à une télévision, vous ne savez pas, cette télévision, qu'est-ce qu'elle va en faire, si ces images vont être redistribuées ailleurs. Et c'est clair, ça m'est arrivé très souvent, même pour des télévisions prestigieuses, de ne pas avoir mon nom sous les images. C'est très frustrant, effectivement, parce que lorsque vous en vivez, eh bien, le fait de ne pas avoir son nom, ça vous vole votre travail, en définitive. Vous avez aussi fait équipe avec le réalisateur Maurizio Di Donato et vous avez réalisé de magnifiques films sur les orques, sur les baleines, sur les dauphins. Parlez-nous un peu de cette expérience. Alors ça, c'est, disons, une seconde partie de mon travail. On avait eu l'idée de... J'ai toujours eu la passion des orques. Et j'ai toujours rêvé de pouvoir aller nager avec ces animaux. Et on a eu l'idée de faire un 26 minutes sur mes enfants, Caroline et Julien. Caroline avait 14 ans, Julien 19 ans. Et suivre le parcours de ces deux jeunes gens qui, après avoir vu des orques en captivité, voulaient les voir dans la nature. Où est-ce que vous vous êtes rendu pour faire ces images? Alors on s'est rendu dans les îles Lofoten, en Norvège.
c'est-à-dire tout au nord de la planète, dans des lieux extraordinaires, avec un problème technique pour faire les images, c'est que les orques viennent fin de l'automne, début de l'hiver, donc vous avez 3 heures de jour sous ces latitudes pour faire vos images. Par contre, les lumières d'automne et de début d'hiver sont absolument extraordinaires. C'est tout des lumières rasantes et les paysages sont à couper le souffle. Mais vous n'aviez pas de crainte parce qu'on dit que les orques sont des animaux dangereux et c'était vos enfants qui étaient à l'eau. Alors bien entendu, un animal comme l'orque est un animal sauvage. Il est impossible de prévoir le comportement absolu d'un animal sauvage, mais il n'y a pas d'attaque connue contre des hommes hors captivité. Dans la nature, c'est jamais arrivé. Quelques attaques contre des bateaux, mais ce n'est pas les hommes qui sont tombés à l'eau qui ont été agressés, c'est uniquement le bateau, on ne sait pas pourquoi. Et puis évidemment, c'est très impressionnant de se retrouver dans l'eau avec un mammifère marin qui pèse le poids d'un éléphant et qui a des dents de tyrannosaure. Hein. Et quelle a été la réaction de vos enfants en compagnie finalement de ces orques? Alors, quand ma fille est revenue de son périple Norvège, elle m'a dit, une semaine après, je sors de la 4e dimension. Elle n'a pas eu de crainte quand elle était face à un orque? Si, mais vous l'oubliez tout de suite dans l'eau. Est-ce qu'il y a un lien qui peut se créer avec l'animal? Alors, lorsque vous regardez par exemple une vache dans un champ, elle va lever l'œil sur vous, elle va voir que vous ne l'intéressez pas trop, elle va rebaisser la tête. Un orque, il ne va pas agir comme ça. Il va se tourner de façon à pouvoir vous voir, il va vous scanner. Vous sentez sur le corps son écolocation, ses cliquetis. Donc vous savez qu'il discute avec d'autres congénères de son groupe. Comment est-ce que vous sentez ça sur le corps? Alors imaginez que vous écoutez une radio avec des basses très fortes, par exemple, ou des aigus très forts, ou que vous êtes dans une piste de danse. Eh bien c'est clair, votre corps, il n'y a pas que vos oreilles qui ressentent. Vibre. Votre corps vibre. Vous sentez ces cliquetis. Et c'est une expérience, c'est une rencontre du 3e type. C'est vraiment des animaux qui sont dans leur monde, mais qui ont une intelligence supérieure. Et le contact se fait uniquement par curiosité de part et d'autre. On ne les intéresse pas. En Norvège, ils viennent pour le hareng, qui pendant la même période vient par millions de tonnes. C'est des bons, hein? C'est des bancs de hareng énormes. Donc, le risque est faible puisqu'en fait, ils n'ont pas faim, ils sont en train de manger du hareng. Donc, ils ne vont pas vous attaquer, ils ne vont pas prendre le risque de se blesser ou autre. Je crois que vous faites aussi du travail en tant que bénévole. Vous offrez vos services à la Société suisse des cétacés et vous avez tourné sur des bateaux d'éco-volontaires en Méditerranée. Qu'est-ce que vous avez fait exactement là-bas et qu'est-ce qu'ont fait les éco-volontaires? Alors, il est vrai qu'on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Olivier Bourcou, qui lui s'occupe de la Swiss Cetacean Society et pendant 6 ans, tous les étés, on a été filmer les cachalots, les rorquals et autres mammifères marins en Méditerranée. Pour faire des prélèvements, je crois. Alors la Swiss Cetacean Society a un but scientifique qui est le recensement des baleines en Méditerranée, qui est la prise de prélèvements de peau ou de matière fécale pour étudier leur nourriture, leur déplacement. Et ce que peu de gens savent, c'est que la 2e plus grande baleine au monde, le rorqual commun, qui peut atteindre 80 tonnes, se trouve en Méditerranée. Est-ce que vous avez pu le filmer? Alors, on a pu en filmer sous l'eau, avec des systèmes que j'ai mis au point, une boule qui permettait de filmer sous l'avant du bateau pour ne pas effrayer ces animaux. Et puis, on a même eu la chance extraordinaire d'en avoir une fois 7 rorquals à l'avant du bateau, ce qui est extraordinaire, un rassemblement comme ça sous les yeux. Quand vous avez filmé les baleines, par exemple, ou les dauphins, est-ce que vous aviez un comportement spécifique en étant sous l'eau pour justement ne pas les effrayer, pour pouvoir les approcher au maximum? Quel comportement adopter? Alors, de nouveau, avec les mammifères marins, que ce soit les orques, les dauphins, les baleines, notre comportement est le suivant. On repère à la jumelle un groupe. Ensuite, avec le bateau, on va faire une trajectoire qui est éloignée, mais dans la même direction que le groupe où il avance.
Et on va s'arranger pour couper leur route, mais 1 à 2 km en avant du groupe. C'est-à-dire, on ne va pas les chasser, on ne va pas les poursuivre. Quand on est à 1-2 km en avant du groupe, si le groupe vient sur nous, c'est qu'il a la volonté d'avoir un contact. D'accord, donc vous ne forcez pas, vous laissez le groupe venir à vous. Toujours, on ne force jamais, on ne suit pas. Il y a souvent des jeunes avec ces groupes. Si vous suivez ces groupes trop près ou vous les forcez, les adultes vont devoir augmenter la vitesse, ça va poser problème aux jeunes. Par contre, lorsque vous vous mettez en avant de ces groupes, s'ils veulent venir, ils viennent. Et vous coupez le moteur et vous laissez faire. Et généralement, il reste quelques minutes autour du bateau. Puis quand leur curiosité est satisfaite, ils s'en vont. Donc toujours un grand respect. Toujours un grand respect de ces animaux. Pour la RTS, vous avez aussi proposé un projet qui a vu le jour, Objectif Aventure, une émission qui était faite par des jeunes. Expliquez-nous un peu comment est né le concept d'Objectif Aventure. Alors effectivement, pour Objectif Aventure, on avait proposé à la TSR de faire un peu des jeunes qui suivent Tintin. Notre idée de base était que notre équipe de tournage prenne 5 ou 6 jeunes avec elle et qu'on les initie à l'approche au niveau film, photo, approche scientifique des mammifères marins et de la nature, et que ça en fasse en fait des petits reporters et peut-être leur donner le goût de continuer. Là, vous êtes allé dans le Nord, je crois. Avec eux, on a été dans le Nord, en Norvège, et ça a été une expérience extraordinaire. C'était des ados de 12 à 15 ans, garçons et filles. Et là, on a eu des expériences de contact vraiment fantastiques. Et là aussi, je crois que les jeunes vous appelaient Indiana Jones pour ce côté aventurier, mais le côté MacGyver, c'est le côté bricoleur, mais bricoleur de pointe. Expliquez-nous un peu comment votre créativité naît, par exemple, pour créer ce boîtier étanche. Alors, effectivement, j'ai commencé à filmer avec un boîtier qui était acheté dans le commerce, qui a implosé, c'est-à-dire qui s'est détruit sous l'eau. Et puis je me suis dit, mais dans le fond... Finalement, le matériel proposé dans le commerce n'était pas adapté. Ne me convenait pas. Alors je me suis dit, je vais dessiner un modèle. Évidemment, ce n'est pas moi qui ai fait les soudures de mon boîtier et tout ça. Mais j'ai dessiné le modèle, j'ai dessiné la forme. Et je suis parti du principe, contrairement à ce qui se trouve dans le commerce, que n'importe quel membre de l'expédition, s'il m'arrivait quelque chose, pouvait prendre la caméra étanche et filmer. Donc c'était vraiment un système très simple d'utilisation. Complètement simple, le plus simple possible. La plongée souterraine, la plongée avec les animaux, filmer sous l'eau est déjà très compliqué. Donc si vous mettez de la technique, ça devient quasiment impossible. Les animaux ne vous attendent pas. Mais Alain Voignot, qu'est-ce que vous recherchez? Des émotions, de la nouveauté, de l'originalité, avec ces activités finalement peu communes. Alors en fait, je cherche à vivre. Tout me passionne, la nature, l'histoire, les gens. En fait, je trouve que la vie est courte. J'ai la chance, en étant indépendant, de pouvoir utiliser mon temps libre ou de l'arranger de façon à vivre mes passions. Alain Voignot, merci. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.